Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Virmou et Jean-Charles Bussy. Bonsoir Jean-Charles, tu as été instituteur puis professeur des écoles, d'abord en éducation prioritaire et aussi en milieu rural. En 2016, tu deviens conseiller pédagogique de circonscription au Havre, puis en 2017, conseiller pédagogique en éducation musicale en Seine-Maritime. Tout à fait. Bonsoir Annick, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, tu as d'abord enseigné à Paris, puis pendant 10 ans en classe unique, en milieu rural, en Seine-Maritime également, pardon. Depuis 2010, tu es conseiller pédagogique en arts plastiques et tu t'occupes tout particulièrement des projets en éducation artistique et culturelle concernant les arts plastiques, le spectacle vivant et la littérature de jeunesse. C'est cela. Voilà, donc vous êtes tous les deux auteurs de la collection Pluralité, dont vous allez nous parler. Vous qui nous avez rejoints, peut-être vous demandez-vous comment faire rentrer vos élèves dans le plaisir de la lecture ou comment développer une compréhension fine des œuvres. En tout cas, Jean-Charles et Philippe vont répondre je pense, à ces questions, mais aussi à celles que vous pouvez poser dans le chat qui est à disposition sur la plateforme. Pour ma part, je suis Annick Chélan, je travaille pour les éditions RED et je vais faire en sorte que ce webinaire se passe au mieux. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Charles et à Philippe et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci. Merci Annick pour cette petite présentation et nous allons vous parler un peu de la collection Pluralité en voyant d'abord un petit peu comment on en est arrivé à présenter cette collection et quelle était un peu notre idée à l'un et à l'autre par rapport à la littérature de jeunesse. Vous expliquer un petit peu les principes et puis à partir d'un exemple, vous montrer comment on a construit les activités pour lire et comprendre la littérature au cycle 3 et vous présenter un petit peu les différentes entrées qu'on peut proposer à travers les 4 ouvrages de la collection Pluralité, 3 étant déjà sortis et le 4e étant Étrange Monde, arrivant très bientôt dans les écoles, puisqu'il est actuellement chez l'imprimeur. Pour commencer par rapport à la littérature, comme l'a très bien dit Annick Chélan, notre objectif à l'un et à l'autre, décidément, était vraiment de permettre aux élèves de travailler autour de la littérature, de la lecture et de la compréhension, tout en conservant le plaisir de lire. Et c'est vraiment un point qui nous semble fondamental. Et c'était comment donner aux enfants l'envie de lire, le plaisir de découvrir des ouvrages de littérature et quelles activités on peut proposer par rapport à ça. Parce que le problème pour nous en tant qu'enseignants, on souhaiterait évidemment transmettre ce goût de la lecture aux enfants et en même temps, on propose des activités qui peuvent parfois amener à non pas forcément dégoûter de la lecture, mais peut-être des activités un petit peu rébarbatives. Et notre volonté était d'associer des activités qui permettent de vraiment prendre plaisir à lire et à comprendre. Et vraiment, notre objectif est de travailler sur la compréhension, tout en proposant des activités diverses. Alors, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Un des points donc, sur lesquels on s'est appuyé par rapport à tout ce qu'on a souhaité proposer dans la collection Pluralité, c'est de trouver des moyens pour permettre aux élèves de franchir les obstacles qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'il est question de compréhension d'un texte littéraire. Et en fait, ces obstacles, on les a un petit peu recensés et classés pour voir qu'ils sont de différents ordres. Les premiers obstacles qui apparaissent, et quand on interroge les enseignants par rapport à ça, ils concernent ce qui est de l'ordre de la langue elle-même, la langue française. Et ces obstacles, ils sont de différents ordres. Ils concernent d'abord
le problème du décodage, de l'influence. Et du coup, dans les activités qu'on propose, on s'est interrogé un peu sur la façon dont on allait faire découvrir les textes aux élèves. Le deuxième point par rapport à la langue qui pose problème, c'est celui du lexique, du vocabulaire. Et là aussi, c'est un point très important qu'on a essayé de mettre en avant. C'est tout le travail autour du lexique. Et puis, le troisième point concernant la langue, c'est ce qui va concerner la syntaxe. C'est-à-dire que dans des textes littéraires, non seulement il y a des mots qu'il faut réussir à décoder, mais ces mots ne sont pas tout seuls. Ils sont à l'intérieur de phrases, qui sont elles-mêmes à l'intérieur de paragraphes et de chapitres. Et on est dans une syntaxe avec un auteur qui, puisqu'on parle de littérature de façon générale, a un style et nous entraîne dans un univers. Et ben, tout ça, ça peut poser problème pour les élèves. Mais ce principe de la langue, ce n'est pas tout. Et qui dit un texte littéraire, narratif, parle la plupart du temps de personnages. Et comprendre un personnage, avoir de l'empathie pour lui, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. Ça, c'est quelque chose, là encore, dans la collection, sur lequel on propose différents types d'activités. Comprendre un personnage, ce n'est pas seulement comprendre la façon dont il est physiquement et de caractère, mais c'est également par rapport à tout un récit, c'est comprendre quelles peuvent être ses intentions, intentions qui peuvent évoluer au fil de l'histoire et qui vont évoluer en fonction de ses états mentaux. Et là encore, nouveau point sur lequel on propose beaucoup d'activités et de façon différente, on verra un petit peu par la suite, c'est toutes ces activités autour des états mentaux des personnages. Que se passe-t-il intérieurement dans la tête des personnages? Autre point qui concerne les obstacles à la compréhension des textes littéraires, après avoir vu un petit peu les qui concernent les personnages, et bien tout ce qui concerne les événements, c'est le quoi, où, quand, comment, c'est-à-dire par rapport aux événements qui se déroulent dans tout un récit narratif, c'est ce qui concerne la chronologie, le repérage dans le temps, et on sait que de nombreux récits ne se déroulent pas dans l'ordre chronologique, qu'il peut y avoir des ellipses temporelles, et toutes ces choses-là peuvent être mises en évidence et peuvent être étudiées avec les élèves. On a aussi, en parallèle des repérages dans le temps, tout ce qui concerne le repérage dans l'espace, avoir une compréhension de la façon dont les lieux sont coordonnés, mais aussi les déplacements des personnages les uns par rapport aux autres, etc. Et alors, si en plus on coordonne des ellipses spatiales avec des ellipses temporelles et des déplacements un petit peu complexes, on risque de perdre les élèves. Du coup, on arrive à tout ce qui concerne les causes et conséquences, toute la partie causalité, qui, là encore, dans la succession des événements, est à mettre en évidence. Donc, la langue, les personnages, les événements qui construisent tout un récit dans un texte littéraire. Et puis, dernier élément qui nous semble extrêmement important, c'est tout ce qu'on va appeler de façon générale les non-dits, c'est-à-dire tout ce qui est entre les lignes. Et dans le plaisir de lire et dans le travail sur la compréhension, faire comprendre aux élèves qu'il y a autant à lire sur les lignes, dans les mots, que entre les lignes, c'est quelque chose qui relève de la connivence entre l'auteur et le lecteur et de la culture littéraire et artistique. Quand on parle de non-dit, on peut évoquer le contexte dans lequel se déroule un récit, qui peut être totalement, mais à 1000 lieues du contexte du vécu de l'enfant. Et du coup, ça peut être très compliqué pour un enfant de comprendre de quoi on parle dans un récit si le contexte lui est totalement inconnu. Autre chose concernant les non-dits, ce sont toutes les références culturelles et donc tout cet apport que l'on peut apporter de livre en livre par rapport à des choses qui sont partagées entre tous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en évidence. Et là aussi, dans la collection Pluralité, on y fait évidemment par notre biais de conseillers pédagogiques au niveau art plastique, éducation musicale et tout ce qui est éducation artistique et culturelle, on porte évidemment un point important sur cet aspect des références culturelles. Et puis le dernier point concernant les non-dits, c'est tout ce qui est implicite. Je parlais de ce qui est écrit entre les lignes, toutes ces informations qui peuvent paraître assez simples à comprendre, mais qui en fait, comme elles ne sont pas dites dans un texte noir sur blanc, doivent être mises en avant.
tous ces aspects, je parle de texte, on va pouvoir parler aussi de travail sur la compréhension des images, puisque quand on parle de récits littéraires et de compréhension de littérature, on a un rapport texte-image à mettre en avant dans les albums, dans les bandes dessinées, dans les contes et leurs adaptations, etc. Ça aussi, c'est un point. Travailler la compréhension de l'image autant que la compréhension du texte est un point sur lequel on propose des activités. Alors, dans les ouvrages de pluralité, nous proposons donc des séquences et chaque séquence, chaque parcours, on va en parler tout à l'heure, repose sur une colonne vertébrale, on va dire, qui est faite de séances vraiment axées sur la littérature. Mais à côté ou qui vont venir croiser ces séances on va dire purement français, de littérature, on va proposer des séances qui vont apporter, qui vont aider à la compréhension. Donc, on a dans le titre pluralité plusieurs, le plural et de plusieurs, donc qui vont concerner, comme Philippe l'a dit, plusieurs disciplines. Alors, évidemment, en art plastique et en éducation musicale, mais aussi en géographie, en anglais, en enseignement moral et civique, par exemple. Et à ce niveau-là, il nous semble important de définir un petit peu ce terme d'interdisciplinarité, parce qu'il est assez, quand on va chercher dans la littérature une définition, les définitions ne sont pas forcément évidentes à trouver. Et donc, voici nous notre conception des choses. En fait, il y a surtout deux termes, sans parler de l'intradisciplinarité, de la transdisciplinarité. Il y a vraiment deux termes qui peuvent être confondus. Donc, l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. Donc, la pluridisciplinarité, nous la voyons un peu comme un travail autour d'un thème. On va aller, par exemple, faire une classe transplantée en montagne. Eh bien, on va aller chercher dans chaque discipline une activité qui va tourner autour de cette thématique de la montagne. On va chanter une chanson sur la montagne, on va aller regarder un tableau qui décrit la montagne, on va en EMC, si on est pendant l'hiver, lire le panneau de respect des règles sur les pistes, etc., etc. Donc là, on va aller quasiment de manière exhaustive, aller chercher des activités dans toutes les disciplines que nous avons à notre disposition à l'école primaire. L'interdisciplinarité, quant à elle, alors voilà le petit schéma, elle s'apparente plus à une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un objectif qui est la compréhension du texte que l'on propose à la classe. Et notre but, c'est d'aller chercher dans des disciplines des activités dont la démarche va permettre de comprendre soit l'état mental d'un personnage, soit une action, soit un contexte ou des références culturelles. C'est-à-dire que les disciplines vont se nourrir entre elles. C'est-à-dire que si on travaille en éducation musicale, par exemple, eh bien, on va travailler sur des compétences et des connaissances qui sont propres à l'éducation musicale, mais en même temps, des compétences qui sont propres à la maîtrise de la langue et puis à la compréhension littéraire. Donc, dans pluralité, on essaye le plus possible d'être autour de l'interdisciplinarité, même si parfois on flirte avec la pluridisciplinarité. L'interdisciplinarité nous paraît plus intéressante et plus riche. Alors, une question qu'on peut se poser par rapport à ce que représente la littérature à l'école, c'est de se demander finalement, dans le programme de cycle 3, est-ce que travailler avec les élèves autour de la littérature de jeunesse, c'est travailler sur la partie maîtrise de la langue ou c'est de l'éducation artistique et culturelle? En fait, si on regarde le programme du cycle 3, la notion de littérature, elle est dans les deux, puisque toutes les activités autour de la littérature sont présentées dans les paragraphes qui concernent la maîtrise de la langue, dans le paragraphe lecture et compréhension de l'écrit, et voilà qu'on parle bien de lire et comprendre, mais la notion d'activité autour de la littérature de jeunesse et du livre font partie
de l'éducation artistique et culturelle dans la culture littéraire et artistique. Et finalement, c'est la balance entre cette partie purement maîtrise de la langue, hein, qui peut rejoindre ce que je disais sur les obstacles, sur la partie, on va essayer de comprendre les mots, leur association, les phrases que ça construit, etc. Mais finalement, de façon plus large, au niveau culture littéraire et artistique, comment tous ces mots mis ensemble racontent des histoires, éveillent l'imaginaire et donnent un sens, et la part sensible de la lecture. Et pluralité, finalement, s'appuie sur ces deux versants que sont la maîtrise de la langue d'une part et l'éducation artistique et culturelle de l'autre, pour prendre la notion de littérature de jeunesse dans sa globalité. Dans le programme de cycle 3, justement sur la part éducation artistique et culturelle, 6 grandes entrées sont mises en avant, sur lesquelles en fait, nous nous sommes appuyés pour choisir les ouvrages, pour pouvoir proposer les activités. Ces 6 grandes entrées, donc, ce sont les suivantes. Les activités autour de la notion de héros, héroïne et personnages. Et vous voyez qu'on rejoint ce que je disais sur les personnages et leurs intentions, leurs comportements, leurs états mentaux. Comment est-ce qu'on devient un héros ou une héroïne? Voilà, ça c'est quelque chose qui va être un fil rouge de livre en livre. La notion de morale en question, avec un S en question, c'est-à-dire interroger finalement, là encore, les comportements, les attitudes, et puis ce que les auteurs vont bien vouloir nous raconter, va forcément amener à des discussions, va amener vers l'EMC, etc. Et on voit le lien qu'il peut y avoir avec les contes, par exemple. Troisième entrée, celle de se confronter au merveilleux et à l'étrange, et voir comment finalement les passages dans des mondes étranges vont amener des personnages à devenir des héros ou pas, et interroger leur morale. Vous voyez que petit à petit, des choses se construisent, puisque la quatrième entrée, c'est celle des aventures, vivre des aventures. Et là encore, on voit tout ce lien sur les événements, le quoi, quand, comment, pourquoi, etc. Et la façon dont les personnages vont se comporter. La cinquième entrée, qui est un petit peu à part, on va dire, concerne imaginer, dire et célébrer le monde. Et là, on est beaucoup plus sur l'idée du plaisir de la langue, les textes plus poétiques, ou les contes étiologiques qui vont raconter, expliquer le monde par le biais de la littérature. Et puis, dernière entrée, qui montre à quel point la littérature, et ça c'est un des objectifs, amène les enfants à comprendre et à se construire eux-mêmes. C'est comment, par le biais de la littérature, on voit les personnages se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres, et donc comment on peut, les enfants, par la lecture, vont pouvoir aussi se reconnaître à travers le biais de tout ce qu'ils vont découvrir. Donc c'est sur ces 6 grandes entrées qu'on s'est appuyé pour proposer justement les ouvrages de la collection Pluralité. Alors, maintenant, je rentre un petit peu dans une partie ici qui s'achève un peu théorique, sur la partie un petit peu plus pratique. Voilà un petit peu notre manière de voir les choses, donc la démarche en fait que l'on propose dans la collection Pluralité. D'abord, le premier point, c'est le choix du livre. Ça vous revient. Donc, quelques pistes pour savoir comment on se posait la question, quel livre choisir. Donc, Philippe vient d'en parler. Donc, on s'est appuyé sur effectivement les entrées, les 6 entrées qui sont dans le programme de cycle 3. Ensuite, la question qui est à poser, c'est comment entrer dans ce livre-là. C'est-à-dire proposer des activités que l'on va mener avant d'avoir lu le premier mot du livre, avant d'avoir vu la couverture, avant d'avoir vu la première image. Donc, des activités qui vont permettre justement de placer éventuellement, quand on en a besoin, de replacer le contexte, de donner aux élèves des références culturelles qui vont leur permettre d'entrer le mieux possible dans le récit qu'on va aborder par la suite. Ou des activités qui vont permettre de comprendre les personnages et déjà entrer en empathie avec eux, ou travailler aussi le lexique en amont, etc. Donc des choses qui vont être faites pour préparer la lecture. Ensuite, le point numéro 3, c'est la lecture du texte par elle-même. Donc là, on propose différentes manières, notamment la lecture à haute voix, qui est une lecture qui se prépare et une lecture que l'on peut envisager comme une
théâtralisation en fait de cette lecture-là. La lecture à haute voix ne va pas ici servir d'évaluation ou de support à une évaluation, mais bien montrer la compréhension qu'on a du texte, la compréhension fine qu'on a du texte en choisissant une manière de lire, un ton particulier pour tel passage et ou un autre et changer de ton, etc. Quand on est engagé dans cette lecture du texte, on va s'arrêter de temps en temps pour porter des focus sur un texte. Ça va être par exemple, donc, si on se réfère tout à l'heure aux obstacles à la compréhension, ça va être un focus sur un personnage par exemple, sur les états mentaux d'un ou plusieurs personnages à tel ou tel moment. Comment se mettre à la place de ce personnage, que peut se dire ce personnage à ce moment précis du récit par rapport aux autres. Ça peut être un focus aussi porté sur la chronologie, ça peut être aussi un focus porté sur l'organisation spatiale de l'endroit où se passe le récit, qui peut poser problème pour comprendre vraiment ce qui s'y passe. Et ensuite, le point, le cinquième point, c'est interpréter le message de l'auteur. C'est-à-dire, ça aussi oriente le choix d'un livre. C'est-à-dire que si on voit où l'auteur veut nous emmener, si l'auteur a un message, ça va être un point pour dire que ce livre-là peut être intéressant à traiter avec les élèves. Et donc, amener les élèves à comprendre pourquoi l'auteur a écrit ce récit, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce roman, cet album, et quel était le message qu'il voulait porter. Tout à l'heure, on va parler d'un exemple en particulier, je vais dévoiler juste un petit peu rapidement, de Pierre et le Loup. Eh bien, là, vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce que cet auteur a voulu réécrire Pierre et le Loup alors que Pierre et le Loup, on le connaît. Donc, voilà, amener sur le message de l'auteur. Le sixième point, c'est mettre en réseau, c'est-à-dire faire des liens avec d'autres livres, d'autres œuvres dans différents champs artistiques, du cinéma, de la musique, par exemple, du théâtre, du spectacle vivant, etc. Et puis, vous direz, la compréhension dans tout ça, où est-ce qu'elle est? Eh bien, la compréhension, elle se construit, d'après nous, dans ce parcours, à partir du moment où on arrive à l'étape, au point numéro 2, qui concerne vraiment les élèves, et elle va se construire petit à petit à travers ces différentes étapes de ce parcours que l'on propose. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas dans un processus où on lit un texte et on va travailler sur la compréhension, mais plutôt comment, avant de lire le texte, pendant qu'on le lit, la façon dont on le lit, et puis petit à petit par les activités qu'on va construire, comment, à toutes les étapes, on peut amener les élèves à comprendre. Alors le plus simple pour que vous puissiez comprendre justement ce principe, c'est de prendre un exemple qui se trouve donc dans l'ouvrage Braver l'interdit de la collection Pluralité. C'est le choix d'un des livres que l'on a fait pour ce Pluralité. C'est l'adaptation en bande dessinée par Miguel Anxio Prado du conte de Prokofiev, Pierre et le Loup. Livre qui fait partie de la liste de référence du cycle 3, puisque ça, si c'est un point sur lequel on s'est appuyé, les listes de référence des ouvrages, et la plupart de ceux sur lesquels on propose des activités font partie des listes de référence. Ça, c'est un point qui est important. Et voilà, on a voulu proposer des activités autour de Pierre et le Loup parce qu'il, justement, au niveau littéraire, est extrêmement intéressant. Pourquoi? Eh ben, on va les voir à la fin de tout notre déroulé, c'est finalement le message de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire? Et on se rend compte quand on lit ce Pierre et le Loup que l'auteur de bande dessinée, donc Miguel Anxio Prado, a une approche de ce Pierre et le Loup qui est extrêmement cinématographique. Et dans les cadrages, etc., qu'il fait, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire comme un film, et comme un film qui est même en fait un duel, une sorte de western entre Pierre et le Loup, dans lequel il change la fin. Et en changeant cette fin, il change totalement le message, ou je dirais plutôt, il donne un message qu'il n'y avait pas dans le conte initial de
de Prokofiev. Et il interroge justement dans cette fin qui change avec la mort du loup, le rapport entre l'homme et la nature, et il interroge l'attitude de Pierre. Et on a 2 planches à la fin de cette bande dessinée qui montrent successivement comment Pierre se rend compte qu'en faisant tuer le loup, il a finalement agi contre son gré sur la nature. Et il est un petit peu dépité par rapport à ce qu'il a fait et que son grand-père lui avait interdit. Et en même temps, sur la dernière planche, dès qu'il retrouve le village et qu'il le félicite d'avoir tué le loup, il devient très fier et vaniteux. Et on a justement tout le comportement de Pierre qui est intéressant. Et c'est ça qui peut être mis en avant avec les élèves, c'est vraiment ce message-là. Ce qui fait qu'on s'est interrogé sur mais qu'est-ce qu'on va faire pour faire comprendre ce message? Et c'est là qu'on revient étape après étape et qu'on s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour entrer dans le livre? Qu'est-ce qu'il faut que les élèves connaissent par rapport à ça? Et finalement, on a bien sûr d'abord la notion de référence, c'est-à-dire que les élèves connaissent le conte de Prokofiev, et puis puisqu'on a une approche cinématographique, eh bien, des notions autour du cinéma. Et si on continue, par rapport à un autre point qu'on a abordé, le contexte. Ici, le contexte, en fait, il n'est pas très important de l'aborder puisque les élèves connaissent a priori le conte de Pierre et le loup et qu'on est sur une situation simple qu'ils peuvent comprendre. En revanche, quelque chose qu'on peut mener avant de démarrer la lecture, c'est travailler sur l'enjeu. Et cet enjeu, il est ici, hein, je l'ai dit, sur cette notion de duel. Et ben, on va travailler en amont sur ce qu'est un duel, etc. Et donc, on a une approche par le cinéma qui permet de découvrir ce qu'est un duel dans un western. Et on va faire comprendre aux enfants qu'ils vont découvrir Pierre et le loup qu'ils connaissent déjà, sauf que là, c'est un duel de western et que peut-être il y a un enjeu un petit peu différent. Et puisqu'on a donné cette envie de lire, eh bien, on va pouvoir entrer dans la lecture, ce qui est l'étape suivante. Et comment on lit le texte? Quand on a observé de plus près Pierre et le loup, on s'est rendu compte que au niveau de la difficulté du lexique, on était sur un texte qui était extrêmement compliqué. Et du coup, on propose des activités qu'on propose pour plein d'autres ouvrages justement dans les pluralités. C'est un travail du lexique en amont des lectures, avec un enseignement qui se fait à la manière de ce qu'on peut faire dans l'enseignement des langues étrangères, à l'aide de flashcards, à l'aide de jeux, etc. Et la construction de cartes mentales qui devient le dictionnaire de l'élève avant les lectures. Et puis, on travaille du coup ensuite sur la lecture en feuilleton, avec principalement une lecture faite par l'enseignant. Et on interroge principalement le rapport texte-image. Puisqu'on est sur un rapport cinématographique, etc., on voit comment les images sont construites, comment on a des sortes de travelling entre les images qui font monter le suspense et qui nous donnent cette impression de cinéma. Et on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, sur cette lecture, au fur et à mesure, eh bien, on porte des focus. Et ces focus, eh bien, ils vont être sur différents points. Dans Pierre et le loup, finalement, le repérage dans l'espace étant limité, la chronologie des événements étant connue, on ne s'est pas focalisé pour ce livre-là sur ces aspects-là. Ça va être dans d'autres, dans lesquels on propose des plans, on propose des constructions de maquettes, on propose des choses très diverses. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est tout le travail autour des personnages et de leurs états mentaux. Et on a des activités de production d'écrit où les élèves doivent imaginer ce qui se passe à l'intérieur de la tête des personnages. Et le travail autour des bulles est quelque chose de récurrent dans ce qu'on propose. Et puis des activités aussi, là encore, pour écrire des textes autour des cases sur lesquelles il n'y a rien d'écrit, ni cartouche, ni texte de personnages. Et puis des relevés par rapport au texte qui est écrit par l'auteur. On repère par exemple sur le loup, comment au fur et à mesure, lorsqu'il est vivant, il est montré comme un monstre, et lorsqu'il est mort, il devient un loup magnifique, et le rapport sur l'homme et la nature. Et on voit que par ce biais-là, on voit en haut on voit les états mentaux de Pierre et comment il est entre dépit et fierté, comment le loup et le rapport de l'homme à la nature se fait, etc. Ce qui fait qu'on a porté des focus précis, et donc du coup, on peut aller vers la compréhension du message de l'auteur et la mise en réseau donc qui se fait par le biais du western, évidemment,
on fait le lien avec Il était une fois dans l'Ouest, mais aussi avec la musique et le conte de Prokofiev. Et puis sur cette thématique, et c'est ce qui construit les ouvrages de pluralité, Braver l'interdit, comme l'a fait Pierre, avec ses conséquences positives, négatives, etc., qu'on met en lien avec d'autres livres sur les listes de référence, Little Lou, Sauf que, et ça construit finalement tout un parcours dans lesquels les ouvrages se répondent avec ces mêmes questions, entrer, lire, porter des focus, interpréter le message de l'auteur, et on met en réseau et on va vers les lectures personnelles. Et c'est comme ça, tout ça, qui est construit et qui est préparé dans les ouvrages de pluralité. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de Braver l'interdit, qui parle de cet aspect-là, avec à chaque fois, pour tous les ouvrages, toute la séquence qui est entièrement construite, avec les fiches élèves, avec les flashcards qui sont prêts pour le lexique, avec les activités, on a des liens autour des films, autour de spectacles de danse, etc., qui permettent de faire comprendre tous les aspects dont on a parlé. Dans un autre ouvrage, donc dans les contes dans tous leurs états, donc là on va s'intéresser, comme le dit le titre, aux contes. Dans le premier parcours, on va partir des contes traditionnels et puis des contes de Grimm et de Perrault. Et puis on va voir petit à petit comment on a différentes versions de ces contes-là, comment ces contes-là sont illustrés différemment, comment ils sont adaptés par des auteurs plus tard, et puis comment ils sont détournés. Donc les parodies et puis les différentes références que l'on peut faire. Donc on part du conte traditionnel et on arrive jusqu'aux parodies, aux références et puis des adaptations diverses. Dans le parcours A. Dans le parcours B, on a un peu pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part d'une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelle Belle des Eaux, qui est une adaptation de La Belle et la Bête. Donc dans un milieu maritime, et on amène petit à petit au cours de ce parcours à retourner vers le texte de référence, le texte d'origine, donc de La Belle et la Bête. Dans mon quartier Quelle aventure, ici on a abordé 3 livres avec comment dire, un zoom arrière en fait, hein, parce que dans Frigo Vide, on est sur un immeuble, donc ce qui se passe dans un immeuble, les relations entre les différents habitants. Dans Ludo, tranche de quartier, on va se reculer un petit peu et avoir une vue sur ce qui se passe dans le quartier. Et puis dans Une incroyable histoire, là, on va s'arrêter, donc on va aller plus loin encore et puis avoir une vue plus globale, sur la ville et ce qui se passe. Et donc dans ces 3 ouvrages-là, on voit les liens entre les différentes personnes, différents personnages qui habitent et cet immeuble et ce quartier et cette ville. Tous ceux qui vivent leurs amitiés, leurs préjugés, leurs inimitiés, etc. Par rapport à ces 3 ouvrages, peut-être quelque chose qu'on peut ajouter, c'est par exemple dans Frigo Vide, toutes les activités pour comprendre les états mentaux des personnages et caractériser les personnages, elle se fait par le son. Et il y a vraiment un lien entre l'éducation musicale et littérature pour comprendre à la fois les caractères des personnages et la structure narrative du récit. Dans Ludo, il y a tout un travail. Donc là, Frigo Vide, c'est un album. Ludo est une bande dessinée. Et là, il y a tout un travail sur les déplacements à l'intérieur de cette image avec des constructions de schémas, etc. Et tout un travail sur cet aspect-là. Et puis sur Une incroyable histoire, qui est un récit policier qui est le pendant, on va dire, pour la jeunesse de Fenêtre sur cour, hein, écrit par le même auteur. On est dans la ville de New York et en fait, on construit au fil du récit, qui est un peu complexe, une boîte à histoires. Alors, on parle beaucoup des boîtes à histoires en maternelle et on a vu comment les boîtes à histoires qu'on peut construire au cycle 3 peuvent permettre de rentrer dans la tête des personnages, de comprendre les déplacements, de s'intéresser aux objets. Et ça devient, la boîte à histoires, un objet qui permet de raconter des moments du récit, etc. Donc, d'aller vers l'expression orale, mais également d'imaginer des prolongements, on va dire, au récit. Et donc, c'est un support après pour l'expression orale de description, de narration, également d'imagination, d'improvisation. Et puis, le petit dernier, donc, qui va sortir incessamment sous peu, c'est Étrange Monde, hein, qui part sur un premier parcours du tunnel album d'Anthony Brown et qui évoque du coup les relations entre un frère et une sœur et montre comment le passage dans un monde fictif, on va dire, parce que est-ce qu'on est entre réalité et imaginaire, va créer les liens entre le frère et la sœur. Et là encore, tous les caractères des personnages
et leur évolution au fil du récit sont étudiées avec beaucoup de travail autour de l'image. Et puis, en prolongement, un travail autour de la Comédie des Ogres, qui est un album théâtre extrêmement intéressant, dans lequel, là encore, on a un rapport entre deux mondes. Et vous voyez qu'entre le tunnel et la Comédie des Ogres, on est à la frontière entre deux mondes qui s'observent, qui sont inquiétants et qui finalement vont finir par se rejoindre par le biais des personnages qui vont les traverser. Et puis, dans un deuxième temps, on va vers le roman Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Et là encore, en s'intéressant et en partant de ce monde qui est étrange, qui est celui créé par le personnage de Willy Wonka, on va voir comment les personnages se comportent dans ce monde étrange et ce que ça révèle de leur personnalité. Voilà, on a fait un petit peu une présentation générale des ouvrages. Donc maintenant, si il y a des questions par rapport à ce qu'on a présenté, ben nous sommes prêts à y répondre. Oui, effectivement. C'est ce que je disais sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Peut-être une première question, Philippe et Jean-Charles. Vous parlez d'album jeunesse. En fait, en termes d'équipement dans les classes, comment faut-il des séries la question vient en même temps que je la pose, de Clara. Merci Clara. Faut-il des séries de chaque ouvrage pour les élèves? Pas forcément. Pas forcément, je peux apporter des éléments de réponse. Pas forcément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se dire que sur un livre, il faut avoir, si on a 25 élèves, 25 exemplaires du livre. Alors ça dépend du type d'ouvrage. Sur les romans, c'est souvent préférable quand même que les élèves puissent avoir un exemplaire du livre. Hein. Pour les albums, pour les contes, pour la bande dessinée, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une série complète. C'est bien d'en avoir quelques-uns parce que ça permet de travailler, par exemple, en atelier et on peut proposer des activités différentes. Mais les entrées qui sont proposées permettent justement des activités dans lesquelles on travaille sur certains textes, certaines illustrations, mais finalement dans lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir un livre par enfant. Et ça, c'est les modalités d'activité qu'on propose permettent dans bon nombre d'ouvrages de s'appuyer sur quelques exemplaires seulement, sachant qu'il est quand même nécessaire d'avoir l'objet livre, parce que ça c'est extrêmement important dans l'accès et le plaisir de lire pour les enfants, c'est d'avoir au moins un exemplaire. Et puis sur le CD-ROM, il y a aussi de nombreuses fiches qui permettent de travailler sur certaines illustrations, sur certains extraits de textes, et donc qu'on peut distribuer, qu'on peut mettre en commun, qu'on peut projeter aussi à la classe. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont projetables, des textes qui sont parfois remis sur les fiches et donc qui sont à disposition, ce qui fait que pour certains types d'ouvrages, on peut n'avoir que peu d'exemplaires sur lesquels les enfants travailleront de temps en temps et s'appuyer sur toutes les fiches élèves pour les activités proposées. Et du coup, Hélène nous demande effectivement, est-ce qu'il faut forcément utiliser les albums des éditions que vous proposez dans les ouvrages? Disons qu'il tourne autour, on a choisi des titres bien précis, donc on est sur ces titres-là, effectivement. Donc pour travailler sur les ouvrages qu'on propose dans la collection, il faut ces ouvrages-là. Après, il existe parfois plusieurs éditions qui ont été reprises assez rarement. Donc normalement, pour les contes, oui, hein. Pour les contes, on peut s'appuyer, voilà, sur l'édition que l'on veut. Ça, sachant que pour les contes traditionnels, comme les textes sont libres de droit, ils sont mis à disposition sur les CD-ROM, hein, sur les contes de Perrault et de Grimm sont sur le CD-ROM puisque les textes sont dans le domaine public. La Belle et la Bête aussi. Et puis je pense par exemple aussi sur l'ouvrage Les contes dans tous leurs états, il y a tout un travail sur les illustrations d'un même passage du Petit Chaperon Rouge. Et en fait, ce qui sont issus de
plein d'albums différents. Et il y a sur le CD-ROM les illustrations faites de ce passage précis pour les albums, ce qui fait qu'on peut travailler simplement sur l'illustration. Après, si on a la possibilité d'équiper la classe avec un exemplaire de chacun des livres dont on parle, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, on peut s'appuyer sur les documents qui sont sur le CD-ROM. Très bien. Et justement, Clara nous pose aussi une autre question. Les parcours A et B sont faits pour être faits l'un à la suite de l'autre ou c'est une question de niveau? Alors, ils sont un peu les deux, en fait. Ils sont on va dire de deux niveaux différents. C'est un peu compliqué de faire le parcours B avant le parcours A. Il y a vraiment une sorte de progression. Les livres qui sont abordés dans les parcours A sont plus simples que ceux du parcours B. Mais il y a différentes modalités. Alors, elles sont expliquées à chaque fois au début de l'ouvrage. On peut, puisque en fait, chacun des ouvrages part sur une entrée différente, on peut travailler par exemple sur un parcours A, on va dire en CM1, et le parcours B sur la même entrée en CM2. Finalement, ce qui fait que les élèves vont revenir sur une même thématique. Mais on peut décider de faire, et ça dépend des élèves, les deux parcours à la suite, ce qui fait qu'on est vraiment sur un temps long sur une même thématique avec le réseau qui se construit. Et puis, on peut, si on a une classe, par exemple, à double niveau, et il y a des propositions qui sont faites pour les activités qu'on va mener conjointement, parce qu'elles vont interroger une même problématique. Et puis des activités qui vont être faites peut-être avec les élèves d'un premier niveau sur le parcours A, pendant que les autres travaillent sur le parcours B. Et puis le réseau, il va se faire par le croisement entre ce que les élèves vont faire. Finalement, l'enseignant, il est assez libre de construire son propre parcours par rapport à ce qu'on a mis. Comme Jean-Charles le disait, hein, il y a tout un squelette qui est purement littérature. Et puis, il y a des activités qui viennent nourrir et qui, nous semblent importantes à mettre en place, mais qui peuvent être faites des fois par certains élèves, des fois par d'autres, selon les niveaux, etc. Et finalement, l'enseignant, il peut reconstruire entre les deux parcours A et B et les activités purement littéraires, les activités venant d'autres champs disciplinaires, sa propre séquence. Et on peut même adapter, en travaillant avec un petit groupe d'élèves, par exemple en APC, des séances qui sont, on va dire, décrochées, hein, qui sont à côté de ce squelette, mais qui sont vraiment en lien avec tout le fil. Ça peut être fait, voilà, avec un petit groupe d'élèves pour leur donner un petit avantage sur le restant de la classe, on va dire. Très bien. Catherine nous fait part d'une expérience où elle dit effectivement qu'elle a travaillé l'an passé sur Belle des Eaux, entrée très originale et parcours très agréable à mener avec des élèves intéressés. Du coup, elle a acheté la série cette année. Ça lui semblait nécessaire pour une pièce de théâtre en tant qu'objet libre. Oui, alors effectivement, j'ai parlé des romans où c'était bien d'avoir un exemplaire par enfant. Le théâtre aussi, oui, plus que d'autres types d'ouvrages. Et merci de ce retour. Et Clara qui nous dit, quand vous dites que les propositions sont faites pour le double niveau, il y a des exemples de programmation dans l'ouvrage pour ces doubles niveaux? Oui. Avant le début, dans la partie théorique initiale, il y a la présentation des parcours, comment ils sont construits justement, la part littéraire et la part interdisciplinaire, on va dire. Et il y a une proposition de construction sur les classes à double niveau. C'est à la fin de la présentation. On est en train de refeuilleter un livre pour donner un exemple. Oui, on retrouve. Voilà, c'est après le parcours, c'est à la fin. C'est là. Voilà. Hop. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais comme on peut le reflet de la lumière, mais on le voit un petit peu, effectivement. En fonction du profil de la classe, j'ai une classe de CM2 dans laquelle le niveau des élèves est très hétérogène. Comment s'appuyer sur le parcours pour aider les élèves en difficulté. Donc, il y a la réponse. J'ai une classe à double niveau et on voit ce qui peut être de l'ordre des séances du CM1, des séances du CM2. Et voilà, quelle séance pour quels élèves en CM1, en CM2 et quelle séance commune. On fait une proposition de programmation. Et il y a aussi une programmation qui est indiquée juste avant, sur les pages précédentes, je ne sais pas toujours si on voit aussi, sur la répartition dans le temps,
pour pas que les séquences s'éternisent et que les élèves s'épuisent. Donc, comment, en s'appuyant sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire proposer des séances parfois dans la même journée, une qui relève du travail autour de la maîtrise de la langue et une autre qui va être en art plastique, par exemple. Voilà. Plutôt là, du coup, une remarque de Marie qui est positive et qui dit: on retrouve beaucoup de similitudes avec les propositions de Naramus. Ça n'est pas une critique, bien au contraire. Merci Marie. Alors, effectivement, c'est un compliment et on nous a déjà fait remarquer que finalement, c'était une sorte de prolongement de Naramus pour le cycle 3. On retrouve des principes qui sont un petit peu équivalents. Hein, on parlait d'aborder le lexique, par exemple, en amont des lectures et par un biais à l'aide de cartes, à l'aide de manipulations, etc., qui est quelque chose qu'on a dans les Naramus, oui. Par exemple. Alors, les états mentaux des personnages aussi, oui, non mais les états mentaux, le travail sur les états mentaux est aussi quelque chose qu'on a aussi bien dans les Naramus au cycle 1 et début de cycle 2 que dans les propositions des pluralités. Il y a Martine qui demande si vous pouvez revenir sur la notion de duel, car un duel nécessite une mise en présence des deux personnages dans l'album. On a peu de présence commune des deux protagonistes. Oui, alors c'est justement ce que Martine dit autre chose aussi. Je vais finir parce que c'est un petit peu long. Je suis désolée, je vais lire ce qu'elle nous raconte, enfin nous écrit, pardon. Toujours dans cet album, vous occupez la notion d'espace, mais en même temps, vous soulignez la construction cinématographique des vignettes. Or, les champs, contre-champs et plans divers sont bien pour comprendre le plan et l'espace. De plus, les espaces sont bien dans le champ du Bravel interdit. Espace de la maison, du champ clos, de la lisière et de la forêt. Pouvez-vous éclaircir ce point, ce parti pris, pardon, excusez-moi, ce parti pris? Oui, alors le point de départ, il est par rapport à une scène de duel qui est issue d'une Été une fois dans l'Ouest, où les protagonistes sont chacun de chaque côté d'une frontière qui est une voie de chemin de fer, et avec des personnages qui s'observent, et on est sur le temps d'observation. Et la construction, alors effectivement, l'espace, là, il est important, puisqu'on a une frontière qui est la lisière de la forêt, et d'un côté, on a le loup qu'on ne voit pas, et de l'autre, on a Pierre et ses amis, et on est dans tout le travail sur cet espace-là. Et finalement, quand quand j'ai dit que je n'ai pas occulté le travail au niveau de l'espace, c'est plutôt qu'il n'est pas abordé par la notion de plan, etc., mais plutôt justement par le biais du travail autour du cinéma, puisque ce qui est proposé, c'est de filmer ou de se mettre en situation et de reprendre la situation et de filmer réellement ou par le mime, le jeu, les personnages pour comprendre cette notion de dualité et d'opposition. Et en fait, ce duel, c'est un duel à distance qui est présenté dans le Pierre et le loup et qui se traduit par deux premières doubles pages qui sont en chant contre chant, dans lequel Pierre observe la forêt au départ, voilà, qui est ici, et qui, dans un second temps, on a le contre-chant, dans lequel on est à la place du loup dans la forêt et on bascule de l'autre côté de la frontière, et là, on observe de l'autre côté. Ce qui fait que ce passage de chant contre chant, et ça, c'est une première analyse qui est faite des illustrations dans la bande dessinée, c'est justement cette lecture d'images et cette mise en situation. Le travail sur l'espace, du coup, il ne se fait pas par le biais du plan, mais par le biais de la mise en espace de cette opposition-là. Ce qu'on retrouve après au fur et à mesure du récit. Merci Philippe pour cette réponse. J'espère que ça a convenu à Martine. Je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions, sauf si vous avez encore peut-être quelques questions à poser qui vous viendraient à l'esprit. Je regarde un petit peu parce que ça n'arrive pas forcément toujours dans l'ordre, mais non, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Tant mieux.
Très bien. En J'espère tout avoir cas, apporté quelques éclaircissements et donné un petit peu envie d'aborder la littérature avec les élèves sous l'angle, on va dire, plus large que simplement le décodage et questionnaire de compréhension qui peut parfois exister autour de l'approche des textes narratifs. en tout cas, on vous remercie. Les enseignants qui se sont connectés vous remercient en tout cas pour ces éclairages et ces propositions. Merci Mathilde. Merci Philippe et Jean-Charles. Valérie vous remercie. Valérie Banfon, que vous devez connaître, j'imagine. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. Dans tous les cas, on va envoyer le lien du replay pour tous les inscrits, parce que certains n'ont pas pu, pour X raisons, se connecter. Je reçois toujours des mails d'excuses, puisqu'au dernier moment, certaines personnes ont des empêchements. Donc, pas de souci, on vous enverra le lien du replay. Donc, merci. En tout cas, voilà, Martine vous remercie à tous les deux pour cette proposition et pour votre explication. Merci de votre écoute, tous ceux qui sont restés sur cette présentation. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Charles, merci Philippe, merci à tous les enseignants qui étaient là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis, à très bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir. Bonne soirée.